au comité d'organisation de m'avoir invité à faire ce live démo. Alors, il y a une recommandation qui est sortie. Dans les recommandations sur le jeune préopératoire en anesthésie pédiatrique, il y a maintenant des suggestions qui abordent l'intérêt de l'échographie gastrique dans cette population. Donc, gageons qu'elles vont également se développer également chez l'adulte. Et puis, je ne suis pas le seul. Il y a aussi pas mal d'équipes, notamment au Canada, qui travaillent sur ce sujet-là. Sinon, si j'étais vraiment le seul, ça serait un peu inquiétant. Pour ce live démo, vous allez voir que l'idée, en fait, c'est vraiment de montrer que l'échographie gastrique, c'est une technique simple, facile à réaliser. Et après pas mal effectivement, de travaux dessus, on a essayé de simplifier un peu la méthode. Il faut juste avoir en tête un peu un algorithme. Donc, je prends en gros une quinzaine de minutes de présentation et ensuite, je montrerai sur un ou deux mannequins le fonctionnement. Voilà. Donc, en fait, l'échographie gastrique, pour aller assez rapidement, c'est une échographie qui est antrale. Donc, on ne va pas réaliser une coupe au niveau de l'estomac précisément, mais plutôt une coupe au niveau de l'antre, qui est la partie distale de l'estomac, qui est à distance de la pochère gastrique, qui est difficile, qui peut gêner donc l'échographie, qui est à distance des côtes et qui a une position anatomique relativement constante. Donc ça, je vais remontrer tout à l'heure. C'est une échographie qu'on réalise par une coupe au niveau antral, donc par une coupe que l'on réalise en fait dans le creux épigastrique, par un abord sagittal. Et un point important que je redévelopperai, c'est l'installation du patient. Le patient, on va l'installer soit en décubitus dorsal, soit en position demi-assise. Et en fait, c'est la position qui est certainement la plus performante pour réaliser l'examen échographique. Et en première intention, je vais vous montrer que finalement, une simple évaluation dans cette position demi-assise en décubitus dorsal sera suffisante dans l'immense majorité des cas pour conclure. Et éventuellement, on complétera par un examen en décubitus latéral droit. La sonde utilisée chez l'adulte, c'est une sonde abdominale de 5 MHz, donc qui n'a pas de particularité. Chez l'enfant, en dessous de 10 ans, en général, ou moins de 40 kg, on peut utiliser donc des sondes linéaires 10-12 MHz. Donc la première étape, qui généralement va être suffisante, c'est qu'est-ce que je vois en décubitus dorsal, avec position demi-assise. Ça, c'est la coupe assez classique, finalement. Je ne sais pas si on a un curseur, je ne crois pas. Donc, on va identifier l'antre comme étant une structure plus ou moins aplatie. Donc, on voyait mieux dans cette image-là. Voilà. Structure plus ou moins aplatie, plus ou moins arrondie, avec une paroi qui est musculaire, donc qui est assez épaisse. C'est ce qui va distinguer l'antre éventuellement du tube digestif qu'on voit à côté. Et puis, cet antre, il est situé donc, au niveau du lobe gauche du foie. Et dans la coupe classique, soit au niveau de la aorte, soit au niveau de la veine cave inférieure, dans cette coupe sagittale. Et lorsqu'on a un peu de chance, on voit également l'artère mésentérique supérieure qui n'est pas requise pour la coupe, et éventuellement le pancréas si on a un bon échographe. Et ensuite, donc, on va pouvoir analyser l'aspect de l'antre. Ici, donc, il apparaît sous la forme d'une structure aplatie avec des parois qui sont vraiment identifiées, très nettement identifiées, musculaires, qui correspondent donc typiquement à l'image d'un antre vide. Ici, lorsque le patient a consommé un contenu liquide important, eh bien, on va avoir un antre, on retrouve notre structure qui est avec une paroi bien identifiée, mais un contenu qui est anéchogène liquide. Troisième cas de figure, le patient se présente avec cette image. Vous voyez qu'on retrouve notre lobe gauche du foie, là au niveau de la veine cave inférieure, peu importe. On retrouve donc une image d'un antre qui est dilaté avec une paroi qui est bien identifiée, qui est musculaire et avec un contour anéchogène. Mais par contre, l'antre est dilatée avec un contenu relativement homogène, échogène, qui correspond à un contenu solide. Donc ça, c'est le type d'image qu'on ne doit pas voir chez un patient programmé en chirurgie. De temps en temps, assez souvent, on peut avoir ce type d'image-là un peu gênante, où on a un gros cône d'ombre qui se met en plein milieu, et ça, avec un antre qui apparaît quand même dilaté. Et ce type d'image est assez fréquent chez les patients qui ont consommé un repas récent, qui ont une stase gastrique avec une accumulation de gaz qui se fait au niveau donc, de l'estomac, qui va gêner finalement l'interprétation et qu'on va pouvoir conclure comme étant plutôt un estomac plein. Donc la question, c'est lorsque je vois un contenu donc, visualisé en décubitus dorsal, est-ce que mon estomac est plein ? Si j'ai du solide ou un mélange solide-liquide, clairement, ce n'est pas quelque chose que j'attends en chirurgie programmée. Donc là, on va conclure de manière systématiquement oui. Si j'ai un contenu liquide, eh bien, la réponse est donnée par cette étude canadienne qui avait effectivement réalisé donc, des évaluations chez des adultes comparées donc, à des données endoscopiques et qui montraient que le grade 2, ça correspond à la situation où j'ai du liquide identifié en décubitus dorsal. Dans 75% des cas, dans cette situation-là, j'ai un volume qui est supérieur à 100 ml et même dans 50% des cas, il est supérieur à 250 ml. Donc le grade 2, cette situation où j'ai du liquide identifié en dorsal, correspond à un estomac plein. Alors avec quelle certitude je peux conclure finalement ?
Bien, vous voyez que lorsque l'identification d'un contenu solide est généralement assez facile à réaliser et le diagnostic est correct, dans plus de 95% des cas, on arrive à identifier assez facilement le contenu solide. Pour ce qui est des liquides, la performance elle est très dépendante de l'installation du patient. Ça, j'ai insisté là-dessus tout à l'heure. Mon patient qui est installé en décubitus dorsal strict, comme parfois on le fait, eh bien, la sensibilité d'examen est diminuée, c'est logique, hein, le contenu de liquidien va se répartir dans l'estomac et on va être moins performant pour détecter la présence de liquide au niveau antral. On va améliorer la sensibilité lorsque l'on va installer le patient en décubitus dorsal avec un proclive de 45 degrés. Donc on va essayer de l'avoir dans la manip tout à l'heure, donc d'installer le patient en position plutôt demi-assise. Donc si je vois un contenu en décubitus dorsal, je peux conclure finalement sans faire de grands calculs que j'ai un estomac plutôt qui est plein. Le solide, c'est jamais normal. Le liquide, on sera assez sensible, on ne sera pas ultra spécifique, donc on aura quelques faux positifs, mais en tout cas, on sera dans une zone donc plutôt à risque. La question qui se pose et qui est la plus fréquente, c'est lorsque je n'ai pas de contenu ou lorsque j'ai un doute. Et en fait, souvent, on a un doute parce que ce n'est pas aussi clair que ce que j'ai montré. Là, il peut être intéressant de faire la deuxième étape, qui est de compléter, si c'est possible, l'examen en décubitus latéral droit. Parce que dans cette position-là, le contenu va se localiser préférentiellement dans l'antre, et donc je pourrais mieux identifier un contenu. Et donc, je vais avoir deux cas de figure dans ce cas-là. Soit l'antre apparaît vide en décubitus latéral droit, alors il apparaîtra toujours plus large qu'en dorsal, du fait de la modification d'installation, mais est-ce que j'ai un liquide qui apparaît ou pas, ou est-ce que simplement il reste vide? Et s'il reste vide, on sait de manière assez constante dans la littérature que ça correspond toujours à un contenu qui est très faible. Si le doute persiste ou si j'ai un contenu liquide, c'est là qu'on va s'intéresser à la troisième étape, qui est de peut-être réaliser des mesures de surface centrale pour calculer, faire une estimation du volume présent. Alors, troisième étape, si besoin, mesurer la surface antrale en latéral droit, alors, soit par deux méthodes, hein, je ne connais pas l'échographe ici, soit donc par un calcul, mesure de diamètre, donc des deux diamètres de l'ellipse, petit diamètre, grand diamètre, qu'on multiplie par pi, qu'on divise par 4, soit par des mesures au tracé libre, donc c'est aussi performant. La seule astuce qu'il faut connaître, c'est qu'il faut dans ce cas inclure dans la mesure donc l'épaisseur musculaire, donc la couche musculaire, et donc il faut inclure toute la structure dans la mesure. Il ne faut pas se limiter simplement au contenu, mais il faut inclure également la paroi. Donc la mesure se fait de séreuse à séreuse. Ce que l'on sait également, c'est que la corrélation entre la surface centrale mesurée en latéral droit et le volume du contenu gastrique établi par une autre méthode, elle est la meilleure lorsque le patient est installé en latéral droit avec une position proclive. Et donc, on peut ainsi calculer le volume du liquide gastrique avec des formules mathématiques pas trop compliquées, mais qui sont un peu compliquées à retenir en pratique. Donc, chez l'adulte, une relation entre l'air antral mesuré en latéral droit et l'âge et donc le volume. Alors, j'ai mis les diagrammes de Blunt et Altman, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais ces diagrammes, ils indiquent une chose importante quand même, c'est que les mesures, elles sont relativement imprécises, et même assez largement imprécises. Donc elles n'ont pas beaucoup de sens, à mon sens, elles n'ont pas beaucoup d'intérêt pour déterminer le volume absolu entre 200 ml et 282 ml, mais elles ont un intérêt, par contre, elles restent malgré tout intéressantes pour catégoriser le patient entre le volume est élevé ou le volume est faible. Là, c'est relativement performant, mais par contre, pour avoir une estimation précise du volume, ce qui n'a pas d'intérêt en pratique, elles sont relativement peu intéressantes. Alors en pratique, on va utiliser, comme les formules sont compliquées, des ABAC qui nous donnent rapidement le volume calculé en fonction de l'âge et du diamètre, et de la surface mesurée en latéral droit. Et donc, on va pouvoir ainsi catégoriser le patient dans deux groupes. Est-ce qu'il présente un volume supérieur à 1,5 ml par kilo? On va considérer qu'il rentre dans la catégorie du risque élevé. Ce n'est pas un volume qui est attendu donc chez un patient qui est à jeun en préopératoire. Ou est-ce qu'il a un volume inférieur à 1,5 ml par kilo et donc plutôt à bas risque? Alors cet algorithme, finalement, il a une performance diagnostique qui a été évaluée par l'équipe canadienne d'Anaï Perlas et qui retrouvait une performance quasiment parfaite avec un énorme bémol sur cette publication. Un énorme bémol puisqu'en fait, il cherchait à détecter un volume supérieur ou inférieur à 1,5 ml par kilo, mais les volontaires étaient invités à soit rien consommer, soit consommer 250 ml, donc ce qui est très au-dessus de 1,5 ml par kilo. Donc j'ai jamais compris comment cette étude avait pu être publiée comme ça. Enfin bon.
Nous, on a refait le travail avec des volumes beaucoup plus proches de 1,5 ml par kilo pour essayer d'avoir une meilleure approche de la performance diagnostique de ces algorithmes cliniques. Et vous voyez qu'ils sont relativement corrects, mais on est loin des 97,5% de spécificité. On a une très bonne sensibilité et une spécificité en dorsale à près de 70%, ce qui est quand même assez correct, et une très bonne valeur prédictive négative. Alors vous voyez que par rapport à une évaluation qualitative à 45 degrés, où si je dis c'est vide, c'est plein, on n'a pas une très grosse différence également de performance. Donc déjà, se limiter simplement à une approche qualitative seule est assez performant. L'algorithme, à mon sens, garde du sens si j'ai un doute surtout, plutôt que de manière systématique. Alors si j'arrive pas à installer mon patient en latéral droit, que j'ai un gros doute quand même, là il peut être intéressant de faire une mesure de surface centrale en décubitus dorsal, parce que je ne peux pas l'installer en latéral droit, et de voir si ma surface est supérieure ou inférieure à un seuil. Donc là on rentre dans des zones qui sont moins performantes d'un point de vue diagnostique, mais qui peuvent aider à trancher. J'ai l'impression que c'est vide, je ne suis pas très sûr. Ma surface centrale est inférieure à 340 mm². Bien, vous voyez que la valeur prédictive négative est à 94%, donc je peux vraiment être certain de mon coup et me dire, voilà, ce patient à qui j'aurais peut-être fait une séquence rapide, je peux partir sur un masque laryngé sans trop de risques. Donc ce qu'il faut retenir, c'est l'algorithme qui donc, doit être assez simple finalement pour tout le monde. Donc je fais une analyse qualitative d'abord, très simple, en latéral droit, en dorsal à 45 degrés. J'ai un contenu visible, surtout s'il est solide, c'est plein, donc l'examen est terminé, ça m'a pris exactement 30 secondes. L'entrée vide où j'ai un petit doute, là il peut être intéressant, si c'est possible, d'installer le patient en latéral droit, ce qui n'est pas possible dans 25% des cas dans la vraie vie. Donc, parce que le patient traumatisé, on ne peut pas l'installer en latéral droit, l'enfant qui est très anxieux également, c'est un peu compliqué. L'entrée vide, je conclus que c'est vide. Il y a un contenu liquide, j'ai encore un doute. J'applique le modèle mathématique et donc je vois si j'ai un contenu supérieur ou inférieur à 1,5 ml par kilo. Si le décubitus latéral droit n'est pas possible avec un entre qui était vide ou en cas de doute en dorsal à 45 degrés, je mesure la surface centrale en décubitus dorsal. Si c'est inférieur à 340, là je suis quasiment certain de mon coup, ça sera vide. Si c'est supérieur à 340, on est en zone un peu grisaille, donc intermédiaire, plein. En tout cas, on aura peut-être un peu plus de mal à trancher dans ces circonstances-là. Donc c'est des points qu'il faut encore investiguer. Donc pour finir, et donc effectivement, il y a des recommandations sorties sur le jeûne préopératoire chez l'enfant, et c'est les premières recommandations européennes qui abordent effectivement sous la mode de suggestion l'intérêt de l'écho-gastrique. On pourra en parler dans les questions éventuellement, notamment dans deux situations qui sont l'enfant, mais c'est également comme ça je l'applique chez l'adulte, l'enfant ou l'adulte qui n'a pas respecté le jeûne préopératoire en chirurgie programmée. Maintenant les patients arrivent tous le matin. Et donc, il y en a un certain nombre de patients qui disent j'ai mangé une biscotte, j'ai bu un peu de lait. Bon. Donc, plutôt qu'un report systématique, il peut être intéressant dans ce cas-là d'évaluer le contenu et de décider de manière un peu plus individualisée notre stratégie, ce qui a un impact médico-économique important. Et puis, deuxième circonstance, en chirurgie d'urgence également, où là, on ne sait pas évaluer par la simple clinique donc le risque préopératoire d'avoir un estomac plein. Voilà, donc je pense qu'on va passer à la démonstration, ce sera peut-être plus simple. Et puis, si vous avez des questions, je pourrais répondre du coup en direct. Voilà, donc le patient est installé, alors pas tout à fait à 45 degrés, mais bon, peu importe. En général, voilà. En tout cas, l'idée, c'est de se dire qu'il faut prendre en compte cette position. Donc on remercie Arthur pour la démonstration qui est... Voilà. Merci Arthur d'être là. Étudiant en médecine. Donc là, vous voyez qu'on a une image, vous voyez, donc, je ne sais pas si on voit non, on ne voit pas mon geste. Donc la sonde, je la mets donc sous l'appendix xiphoïde au niveau donc, du creux épigastrique par une coupe sagittale, éviter les phénomènes d'inclinaison, vraiment rester très vertical. Et moi je descends. Donc, en général, je pars comme ça, je descends. Alors, je ne connais pas bien cet échographe, là on pourrait presque réduire la profondeur. Voilà. Et donc on va effectivement, vous voyez, trouver très rapidement cette image que vous identifiez. Donc on a le lobe gauche du foie, on a l'artère aorte et on a donc l'antre qui apparaît. Donc c'est la forme d'une structure plus ou moins aplatie. Vous voyez là, est-ce que tout le monde voit l'antre? Donc on l'identifie très rapidement. Donc là, ça correspond effectivement à un contenu qui est sans doute pas très important. On peut friser, juste pour montrer à tout le monde. Voilà, voilà, ici. Voilà. Alors là, je ne vais pas mesurer ici, mais voilà, c'est juste pour montrer, juste pour remettre l'image. Ouais. Attends, zut. Bon, je vais me remettre dessus. Voilà, on défrise, ce sera plus simple.
Voilà. Donc on a ici notre image qui est assez caractéristique. Voilà. Donc là, on a une image assez caractéristique d'un angle qui ne paraît pas très très important. Il n'y a pas de contenu que j'identifie. On identifie très très bien les parois. Ça, c'est un point important. La paroi noire, très nette. L'estomac, c'est un organe qui est musculaire, ce qui n'est pas le cas de l'intestin. Donc on va avoir cette image voilà, extrêmement nette au niveau antral. Donc moi, sur une image comme ça, c'est déjà très rassurant. On peut s'installer éventuellement en latéral droit. Alors, attends, la droite, c'est quel côté? C'est la meilleure séance. Ah, il est comme moi, il ne connaît pas la gauche de sa droite, j'ai le même problème. Voilà, comme ça, tout le monde peut voir le torse de notre volontaire. Donc là, l'antre apparaît toujours sous la forme d'une structure un peu plus large, effectivement. Hop, on va se remettre un peu plus. Tac, tac, tac. Parce qu'en fait, simplement, il y a le déplacement de l'estomac qui va se réaliser. Et on va essayer d'avoir une image un peu plus nette. Déjà, là, d'un point de vue qualitatif, on a... Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien. Le micro, j'arrive pas à tout faire en même temps. Non, c'est bon, on est bien en profondeur. Voilà. Vous voyez l'image, on la retrouve ici. Voilà, c'est ces structures-là, où là, également, alors, la structure apparaît plus large, mais elle est tassée, et en fait, on n'a pas de contenu qui est identifié. Donc moi, simplement sur cette évaluation-là, je conclus que l'estomac est vide. D'accord? Donc c'est vraiment une image très simple à obtenir. Je pense qu'il est intéressant de le faire boire, c'est ce qu'on avait prévu. Voilà. S'il peut boire un... Non, pas... Alors la gazeuse, ça marchera, mais ça va faire plein d'air, ça va être un peu... Comment? La mesure 6. Ok. Vous restez là, de toute façon. Ouais. Ouais, fais-le boire. Non, peut-être pas 10 minutes, mais un bon verre. Un bon verre comme ça? Ouais, un bon... Il y a combien là-dedans, là? Là? 15 minutes. Non, en plus. Peut-être un peu juste, un deuxième, peut-être pour être sûr que ça soit bien. Allez, un petit 40. Là, on les fait boire à peu près 30-40 millilitres. Voilà. Et ensuite, on va refaire la coupe simplement en décubitus dorsal. Donc dorsal avec l'image. Donc là, on va attendre que l'eau arrive. Ça va prendre un peu de temps. Il a bu un peu d'eau. Il y a un peu d'air déjà. Donc on va voir que l'image va se dilater progressivement. Alors ce qui est assez saisissant pour ceux qui font de la pédiatrie, vous voyez que là l'image se dilate complètement. Lorsqu'on fait des sténoses du pylore par exemple, c'est ceux qui ont l'occasion d'en faire, c'est des enfants qui ont 5 semaines à peu près, ils ont un contenu qui est liquide donc dans l'estomac et on aspire le contenu et on voit l'estomac qui se ratatine en temps réel. Donc c'est assez spectaculaire. Oui, donc là on n'a pas du tout la même image que tout à l'heure. Donc on est vraiment en décubitus dorsal avec un angle qui est cette fois pas du tout dans une structure aplatie. On a bien une structure qui s'est complètement arrondie avec du liquide, là qu'on voit au milieu, là qui apparaît. Donc on n'a pas du tout une image d'un antre vide. Vous voyez? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc l'antre apparaît beaucoup plus gros. Donc il apparaît beaucoup plus gros en plein milieu de l'image. Donc ça, c'est une image qui n'est pas du tout normale et qui n'est pas attendue, on va dire, plutôt sur une chirurgie programmée. Alors si on le met sur le côté, ça sera pire, évidemment. Donc il n'est pas utile de le mettre sur le côté, mais si on le met sur le côté, on sera dans une situation bien plus spectaculaire. Voilà, donc l'antre prend quasiment toute la place. Là, voilà. Donc là, le liquide va se localiser préférentiellement au niveau antral. Et vous voyez que là, tout descend. Et pourtant, il a bu que 30 ml. Hein. Il n'a pas bu 2 litres d'eau là. Donc vous comprenez que mes amis canadiens qui font boire 250 ml et qui disent « on arrive à le détecter », j'ai envie de dire oui, bah heureusement. Donc c'était un peu de l'arnaque. Bravo. Un grand merci à Arthur pour cette démonstration. Merci beaucoup. Et Arthur sera à l'atelier ALR interactif à 14h30 pour les plus grandes fans. Donc Arthur est très rentabilisé. Et donc on a un deuxième cas de figure, a priori... Je vous demande d'accueillir chaleureusement Léo, qui va lui aussi nous montrer gentiment et bénévolement son anatomie. Alors faites ouais, parce que alors là, j'avoue que ça marche très bien sur moi aussi. J'ai l'impression que le professeur Biet a un petit complexe là.
Donc on va refaire la même approche chez ce nouveau patient. Et on va avoir ici une image effectivement qui est un peu différente. Donc vous voyez qu'on retrouve, j'essaie de bien bloquer, voilà, on peut figer là, c'est bien. Vous voyez, on retrouve notre structure et en fait le point de repère vraiment important, c'est cette paroi. Donc on a notre paroi qui est musculaire, qui est noire, on retrouve cette bordure nette. On sait qu'on est bien au niveau ventral. Simplement ici, je ne sais pas comment on fait pour la voir. Vous voyez qu'on voit qu'on est sur une structure qui est d'emblée beaucoup plus large, avec un contenu qui est plutôt écogène. Vous voyez, là on voit, on a un pointeur? Ah oui, super, ouais. Ouais. Et si je veux juste faire un... Ah, voilà, donc on voit vraiment la bordure avec un contenu qui est écogène. Donc là, j'ai envie de dire, c'est déjà la fin de l'examen, puisque cette image-là me dit bah, ce patient, il n'est pas à jeun, il a mangé un contenu solide. Donc clairement, je vais adapter ma stratégie anesthésique. Oui, donc la rapidité de l'examen, pas besoin de le mettre au latéral droit, pas besoin de faire d'autres examens ou de mesures particulières. Voilà. Une mesure entrale peut-être ou... Comment? Une mesure entrale? Alors oui, comment on pourrait faire un calcul de mesure entrale? On va essayer de se mettre... Il y a déjà le curseur. Ah, voilà, donc là, le seul truc, c'est ce que montre l'étoile en haut, c'est qu'il faut bien prendre dans ce cas-là l'épaisseur de la paroi. Bon là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'il sera de toute façon élevé. Et, ouais, et pour refaire une mesure comme ça, rajouter. Voilà. Donc je vais me mettre ensuite ici, donc je vais vraiment au niveau de la pointe. Ouais. Et ensuite, j'inclus la paroi. Voilà. Donc là, j'obtiens 4,6 et 2. Alors ça fait de test, ça fait à peu près une surface à peu près à 700 mm². Donc on est très au-dessus de 340. On est vraiment sur une surface qui est importante. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Léo également.